Salut YouTube, j'ai le plaisir d'être avec deux journalistes. Je peux vous présenter comme journaliste? Tu peux. On est d'accord. Deux journalistes, on va parler un peu de leur travail, mais on va aussi parler de cette vidéo là qui est sortie. Et on va parler aussi de Spot Media, c'est ça? Présentez-vous pour les gens, comme ça sera... Tu veux y aller? Non. Alors moi c'est Nouma du coup. Je bosse chez Spot depuis septembre. Et Spot en gros c'est un média qui traite de sujets culturels et d'actualité, de politique, etc. Mais toujours avec un angle photo, enfin l'angle de l'image. Et du coup en gros on peut autant parler, je sais pas moi, de la dernière campagne photo avec Billie Eilish que de produire une série sur ce qui se passe en Palestine. Et voilà, et c'est ce grand écart-là qu'on essaye de faire à la rédac. Vous êtes quoi sur Instagram? Instagram, sur, ouais. Moi, c'est Hugo. Je travaille pour Spot sur, pour l'instant, cette série de 6 épisodes qu'on diffuse sur la chaîne YouTube du Monde et sur le site internet. Ouais. Là, on va regarder ensemble le 4e épisode. Il y en a donc 4 qui sont déjà publiés, 2 qui viendront d'ici la fin de l'année. Et en 2026, on passera à autre chose. En tout cas, voilà, nous, on voulait quand même pouvoir documenter cette zone du monde en allant de part et d'autre, donc en Cisjordanie et en Israël, et en donnant la parole à une variété de profils. Là, pour reprendre les 4 épisodes, on a donné la parole à des Palestiniens qui se sont fait attaquer par des colons pendant la récolte des olives. On a donné la parole à des Israéliens, dont une survivante d'un des villages qui s'est fait attaquer le 7 octobre et qui nous a fait visiter ce lieu à 2 km de la bande de Gaza. On a donné la parole à des Palestiniens dans un camp de réfugiés, donc des gens qui habitaient à la base dans les frontières actuelles d'Israël et qui ont dû partir à cause de la Nakba au moment de la création de l'État d'Israël et de la guerre qu'il y a eu entre les États arabes et Israël, et qui sont allés se réfugier en Cisjordanie et qui subissent régulièrement des attaques de l'armée israélienne. Et donc là, on va parler à des juifs ultra-orthodoxes, fondamentalistes religieux, qui ont un rapport compliqué à l'État israélien, qui souhaite les faire participer à la guerre en les enrôlant dans l'armée, ceux dont ils sont exemptés jusqu'à présent. D'accord. Tu as des gens qui ne veulent pas rejoindre l'armée, non pas tant par antisionisme, mais parce que en gros, il y a des privilèges pour les juifs qui font des parcours religieux, c'est ça, les juifs religieux en Israël, vis-à-vis de l'armée? Alors, il y a le monde des ultra-orthodoxes, c'est un monde très compliqué. Et d'ailleurs, j'y reviendrai dans l'épisode sur des nuances qu'on pourra apporter à un moment par rapport à ce qui est juste dans l'épisode. Mais effectivement, aujourd'hui, tous les Israéliens doivent faire un service militaire de 2 à 3 ans, hommes comme femmes. Il y a une communauté qui est exemptée, ce sont les Haredim, les ultra-orthodoxes, qui sont exemptés parce que c'est une communauté qui se consacre uniquement à la religion. Donc ils ne travaillent pas, ils ne font pas d'études, ils ne travaillent pas dans ce qu'ils appellent des métiers laïques. Donc ça va de avoir un commerce, à être professeur, à conduire un camion, un taxi. Tout ça, ils considèrent que c'est du temps qui n'est pas alloué à l'étude de la religion. Et donc c'est une perte de temps. Donc c'est quand même... On parle de gens extrêmement religieux au point de ne faire que ça, et ils vivent entre autres de subventions de l'État. Alors là, je n'entrerai pas dans le détail parce que je ne les connais pas bien, mais leurs écoles sont financées en partie par l'État. Ils touchent des subventions pour pouvoir vivre sans travailler puisqu'ils ne touchent pas salaire en étudiant la Torah. Enfin voilà, c'est quand même un groupe très particulier qui représente 13% de la population aujourd'hui. D'accord. Il y a quelqu'un qui dit d'ailleurs, Israël ne vient pas de voter la fin de la protection des orthodoxes concernant leur service dans l'armée. C'est justement la vidéo qu'on va voir. Nous sommes en octobre 2024, à Jérusalem. De nombreux Haredim protestent face à la police israélienne. La scène paraît lunaire, mais cet enfant qui traite les policiers israéliens de nazis est loin d'être un cas isolé lors de ces manifestations. The problem is that we, according to the Torah, are not allowed to serve. Là, t'arrives. Est-ce que t'arrives quand c'est le bordel ou vous les avez déjà intégrés? Est-ce que vous avez déjà rencontrés avant d'arriver là? Non, on les rencontre au moment de la manifestation, qui est quelque chose qui dure toute la journée. Nous, on est arrivé début d'après-midi, mais ils étaient là depuis le matin et ça a duré jusqu'à la fin d'après-midi. Et donc là, c'était quand même une petite manif, il y a plusieurs centaines de personnes, mais si vous allez voir les infos en ce moment, hier, il y a eu une grande manif des Haredim
qui a regroupé des centaines de milliers de personnes. Il y a des images à Jérusalem qui sont très très impressionnantes. Je connaissais pas à ce point les ultra-orthodoxes et j'avais un peu, je pense, un a priori ou une idée un peu reçue. Enfin, j'avais pas en tête qu'il existait des personnes qui se consacraient autant à l'étude de la religion et qui pouvaient être antisionistes. Donc ça a été très rafraîchissant de voir ça. Ouais. Et effectivement, les images de toutes les manifestations qu'il y a eu ces derniers jours là, c'était hier. Où on voit il y a eu des manifs. J'ai pas suivi. Non, mais pas en France, là-bas. Oui, là-bas, oui. Mais beaucoup plus massive, avec beaucoup plus de monde. Et ça, c'est impressionnant, quoi. Ça... Et c'est encore, là, leurs manifs, les manifs d'hier, c'était encore sur le service militaire? Ouais, c'est encore pour contester l'enrôlement dans l'armée, quoi. Mais le reste de la population ne comprend pas l'exception qu'ils ont, l'exemption qu'ils ont de participer à l'effort de guerre. Ouais, et ça doit être des débats un peu chelous, parce qu'en même temps, ce sont des juifs ultra religieux et qui, au nom de la religion, refusent de servir dans l'armée pour l'État d'Israël, alors même que tu as d'autres... Je pense qu'il y a aussi des débats religieux où tu as d'autres religieux qui disent que ça, c'est n'importe quoi comme lecture, que... Tout à fait, et on pourra rentrer plus dedans, mais entre les sionistes religieux, qui sont aussi des ultra-religieux, mais qui, eux, considèrent qu'il faut annexer la Cisjordanie pour que le Messie revienne et que l'État d'Israël soit plein, et ceux-là qui ont une autre lecture, plus ensuite ce qu'on appelle les laïcs, c'est-à-dire une partie de la population qui est croyante, mais pas ultra-pratiquante, ça fait beaucoup d'embroglios. A Jewish state, a Jewish army. On l'entend marcher. Bonjour à tous. Je m'appelle Hugo Serraz et je suis ravi de vous accueillir dans Nos yeux, nos oreilles, une série produite par Spot. Dans ce nouvel épisode, avec Thomas Deveny, nous nous rendons à Jérusalem, à la rencontre de la communauté juive des Haredim. Ultra-orthodoxes, ils se dédient exclusivement à l'étude de la religion et refusent de servir dans l'armée. Ce refus peut susciter de la colère chez le reste des Israéliens. Alors, avant qu'on aille sur le refus de l'armée, est-ce que ça t'a pas donné envie de connaître leur quotidien quand même? En vrai, alors, cette vie d'ascète et tout, ça doit être pas très rigolo tous les jours, mais j'aimerais bien voir comment ça se passe. Eh bien, si, bien sûr, ça donne envie d'aller les voir plus. Et d'ailleurs, on aurait pu faire un épisode plus long, où ensuite on a une deuxième partie où on va les voir dans leur quotidien, et pareil, ça va amener un peu plus de nuances. Mais c'est compliqué parce que c'est des gens qui, par nature, vivent à l'écart de la société, parce qu'ils vivent à l'écart de la modernité. Donc c'est des gens qui vivent... Ils ont aussi ce truc-là Ils vivent... alors il y a plusieurs degrés, mais globalement, c'est des gens qui refusent la télévision, qui pour partie refusent la technologie comme le téléphone, et qui vivent dans des conditions assez sommaires, puisque vu qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Vu qu'ils font 6 à 7 enfants par couple, ils vivent dans une densité de population qui est assez... impressionnante. C'est un peu les Amish d'Israël. Ouais. Ils sont soumis à un service militaire de 2 à 3 ans et à des ordres de mobilisation qui leur coûtent parfois la vie. Mais une loi pourrait changer la donne et obliger les Haredim à contribuer à l'effort de guerre d'Israël. Depuis le mois de juin 2024, ils manifestent dans la rue contre celle-ci, parfois dans le sang. Nous sommes en octobre 2024, dans le quartier de Mekor Bachour, à Jérusalem. Juste pour rappeler ça, c'est ton collègue qui est Tout à fait, Thomas Deveny, le photographe. Et qui est encore en Palestine ou... Non, il n'est plus en Palestine, il est parti. D'accord. Nombreux Haredim protestent face à la police israélienne qui garde le centre de recrutement de l'armée. Même si les manifestations sont non violentes, la tension ne fait que monter depuis ce matin. Ah oui, d'accord, il y a des débats. Oui, j'imagine que eux disent que les autres sont des faux juifs. Oui. Alors c'est ça, c'est les ultra-religieux, les ultra-orthodoxes ont tendance à considérer que ceux qui ne se consacrent pas pleinement à la religion comme eux le font, ne sont pas vraiment des juifs. D'accord. Alors, on comprend bien que c'est un peu extrême, un peu radical comme point de vue. Je ne sais pas à quel point c'est le cas dans toute la communauté des ultra-orthodoxes, mais en tout cas, auprès de ce groupe-là précisément, il y a cette défiance de être juif. Il ne suffit pas d'être né en Israël, d'une mère juive et de pratiquer la religion seulement de temps en temps pour pouvoir se dire être juif. Alors c'est pas un bug, c'est que Spot Media c'est aussi un truc photo. Oui. Je disais la pause. Et effectivement, l'idée de ce format qu'on a créé, c'est de faire du reportage avec donc ces GoPros qui filment très large et qui montent la scène, mais aussi tout ce qui se passe autour. Et c'est aussi de montrer le travail d'un photographe
c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a avant la photo, qu'est-ce qui se passe quand on D'accord. fige la photo. Et en fait, d'un point de vue narration, d'un point de vue rythme, d'un point de vue aussi histoire, il se passe quelque chose d'autre quand on fait que des images vidéo et de la séquence, et quand on peut faire des arrêts sur image comme là. Donc il va y en avoir beaucoup dans l'épisode. תורה, רוצים להגיד קריאת שמע, לשמור להניח תפילין, להיות יהודים חרדים להשם, נאמנים להשם. בואים, זה נקרא כמו גויים. בלי כיפה, בלי כלום. Ah oui. Cette opposition est caractéristique des tensions entre les Haredim et l'État israélien. Les Haredim se définissent comme juifs par le respect des préceptes de la Torah et non grâce à la nationalité israélienne. Pour cette branche religieuse, Israël est un État illégitime, car fondé par les hommes. Or, c'est à Dieu. C'est là, Nuance. voilà, c'est là où tu vas apporter de la nuance. Si, on peut parce que- rajouter, j'avais oublié, on peut rajouter cette Attends, phrase. vas-y. Seulement qu'il revient de créer un État, Ça. car fondé par les hommes. Or, c'est à Dieu seulement qu'il revient de créer un État pour les Juifs lorsqu'il descendra sur terre. Alors, pour les gens qui ont déjà vu cette vidéo, qui sont peut-être allés sur YouTube, qui ont regardé les commentaires, il y a, autour de cette vidéo, il y a eu une polémique sur comment on définit qui sont les Haredim. Le problème en Israël-Palestine, c'est que tout est très compliqué très vite. Les ultra-orthodoxes, les Haredim, les ultra-orthodoxes, après aussi la même chose, sont des gens qui sont dans une logique où ce qui fait loi, c'est les textes, donc Ouais. la Torah, etc. Et ensuite, il y a différentes interprétations, mais les Haredim ont, à l'origine, se sont réunis autour de l'idée que c'est donc Dieu qui, en venant sur Terre, créera un État pour les Juifs, Ouais. et que ce n'est donc pas aux hommes de le devancer en créant un État pour eux-mêmes. Ça, c'est la pensée originelle, et donc une pensée qui, dans sa structure, est plutôt antisioniste, au sens de c'est pas aux Juifs de créer un État pour eux. Au début, la majorité des Haredim était dans cette idée-là, et avec le temps, la pensée s'est complexifiée, les gens se sont séparés en plusieurs mouvements. Aujourd'hui, il y a une majorité de Haredim qui acceptent l'État d'Israël parce qu'ils en tirent bénéfice, avec des subventions, avec l'exemption de service militaire, mais qui restent quand même méfiants, sinon défiants à son égard. Parce que, encore une fois, pour eux, ce qui compte, ce qui fait autorité, c'est avant tout les textes religieux et les rabbins sous lesquels ils se mettent, qui les interprètent pour eux et qui décident. Ce n'est pas D'accord. directement ce qu'ils appellent l'État laïque, donc l'État D'accord. israélien. Je me rappelle, il y a des années, dans les juifs antisionistes, qui étaient antisionistes par religion, avec l'idée que c'est Dieu qui allait créer l'État d'Israël, il y avait la mode, il y a 20 ans, des Natura Carta. Est-ce que les Natura Carta font partie des... Eh bien, c'est le eux, groupe c'est des les Natura Carta. D'accord, c'est les Natura Carta. Ok, c'est eux. C'est eux. Ok. Oui, qui sont une minorité aujourd'hui. D'après l'armée israélienne, citée par Times of Israel, entre juillet 2024 et avril 2025, seuls 205 Haredim ont répondu aux ordres de conscription, alors que 10 000 personnes étaient appelées à servir. L'homme arrêté par la police prend à partie les rares jeunes qui s'inscrivent aujourd'hui au centre de l'armée. Ah, d'accord, ils sont allés dans les trucs. C'est ça, ils protestent devant les trucs où ils vont s'inscrire. Ok. Et c'est pour ça qu'il y a les flics qui viennent intervenir. Et il y a la majorité d'entre eux sont opposés à ce projet de loi. C'est pas une discussion, il y a vraiment une minorité qui y va, mais... Oui, toi, les chiffres, on le voit dans les chiffres, 10 000 appelés et c'est 205 250, qui s'y présentent. Là, il n'y a pas débat. Sur l'antisionisme, etc., là il y a c'est des autre débats, chose. ça. Mais sur le fait de ne pas participer à l'armée, non. Et les manifs qui ont eu lieu hier, c'est toujours autour de cette loi. Et elles ont eu lieu parce que, de ce que je comprends, il y a eu des sanctions qui ont été prises et il y a 800 personnes qui ont été emprisonnées pour ne pas D'accord. s'être présentées, Ok. donc considérées comme déserteurs quelque part. Ok. Et c'est ces emprisonnements-là, ces arrestations-là, qui a déclenché la colère et qui font que tous les groupes Haredim, même s'ils s'opposent par moments, se sont réunis à Jérusalem pour la manifestation à 1 million de personnes, comme ils l'appellent. On dit qu'il y a eu des centaines de milliers de personnes. Les chiffres, je ne connais pas les chiffres officiels, mais c'est donc des centaines de milliers de personnes qui étaient là. D'accord. Il y a surtout, dans un pays qui repose autant sur l'armée, qui depuis des décennies vit des guerres, avoir un quart de sa population qui ne veut pas contribuer à l'armée, Ouais. c'est problématique. Et sur place, tu leur as demandé si par exemple, il y avait des des Haredim qui voulaient quitter complètement l'État d'Israël, peut-être pour ces raisons-là, ou si on assiste un peu à des gens qui partent, quoi.
Non, les ultra-orthodoxes sont pas dans un... J'ai pas posé cette question, mais de ce que je comprends, les ultra-orthodoxes sont pas dans un désir de partir, ne serait-ce que parce que le lieu où il faut être pour étudier la religion, pour être proche des symboles, c'est celui-là. Et ils sont plutôt dans leur réponse sur qu'est-ce qui se passerait si jamais on vous oblige à partir à l'armée. Ils disent pas, on va fuir le pays, on va s'installer ailleurs. Ils disent, on ira en prison, ou on refusera, ou on fera de la résistance passive. Ils sont plutôt dans cette logique de résistance et d'être bien à leur place que dans quelque chose de persécution et du coup, on va aller s'installer ailleurs. Et moi, en fait, je trouve qu'il y a une forme un peu d'hypocrisie de dire être contre l'État d'Israël dans son existence, mais j'ai pas l'impression. Oui, mais en plus, j'ai pas l'impression qu'il y a non plus à part les manifs parfois pour la Palestine, il n'y a pas une contestation plus que ça de l'État d'Israël. Je trouve qu'ils en profitent aussi. Je comprends aussi les autres Israéliens laïcs, entre guillemets. Tout à fait, ouais. En mode, oui, vous profitez des structures, vous êtes là payés à étudier les textes religieux, vous êtes un peu ingrat sur l'État d'Israël, quoi. Tout à fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des Haredim jouent un espèce de double jeu où à la fois ils se sont habitués à l'État, ils le reconnaissent, ils ont des partis, et voilà, ils profitent des avantages, de l'argent, de la protection. Et en même temps, au fond du fond, sur les préceptes, ils sont quand même dans un endroit où la plus haute autorité pour eux, c'est les textes, c'est Dieu, c'est les rabbins, et c'est pas cet État. Alors il y a Cyril qui tempère un peu mon argument sur vous profitez de la société. 51% des ultra-orthodoxes vivent sous le seuil de pauvreté, contre 18% chez les juifs laïcs. Après, c'est vrai qu'ils ont une vie d'ascète, donc effectivement. S'ils travaillent pas. Voilà, c'est ça. Encore une fois, ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas de source de revenus, sinon. C'est aussi que ça correspond aussi à leur mode de vie où je pense qu'il y a un truc de faut pas trop profiter, faut avoir une vie un peu sobre, voilà. The problem is that we are not allowed to serve a Jewish state or a Jewish army, which is not allowed for us since we have to wait for the Messiah to come. Because we were brought into exile by God. A Jew is identified only by the Torah. He is not identified by a nation. Hamas has not been of existence before the state of Israel. Why did it come to an existence? You have to ask the question yourself. Il y a quand même une forme de politisation assez pointue quand même s'ils ont pu étudier le sujet. En fait, c'est pour ça qu'on allait les voir et qu'on a tenu à les montrer. On parle donc d'une fraction dans les Haredim qui est elle-même une minorité qui représente que 13% de la population, mais ne serait-ce que sur le fait qu'il existe des ultra-religieux qui consacrent leur vie à la religion et qui, dans leur interprétation, trouvent que l'État d'Israël est illégitime et que c'est pas aux humains de le créer et qui ont donc un propos antisioniste. Rien que le fait que ces gens existent, quelle que soit leur proportion, c'est intéressant, intriguant, et c'est ce que nous on voulait entre autres, ce qu'on voulait montrer dans cet épisode. Ça ressemble à certains débats chez nous, les musulmans, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Il y a quelqu'un qui dit, genre, il veut dire que le Hamas est une punition divine. Non, moi, je crois pas. Je pense qu'il veut dire politiquement, vu la politique israélienne, et aussi tout le truc de Israël a joué sur la division, c'est ça qui a fait apparaître le Hamas. Je pense pas qu'il y a On l'aborde dans la suite. Ils expliquent que, en fait, eux, leur désir, c'est d'avoir le droit, en tant que juifs, d'être sur cette terre, qui est Jérusalem, Israël, la Palestine, pour avoir accès à leur lieu saint, pour pouvoir prier et vivre leur religion, mais c'est de l'être sans prendre le contrôle sur ces territoires et y créer un État pour les Juifs. Ils veulent avoir le droit d'y prier, d'y vivre, et que ça soit géré par autre chose, par quelqu'un d'autre, une autre communauté, quelle qu'elle soit. Et donc, là, ce qu'ils nous racontent, c'est que le Hamas est né du fait que les Juifs, en venant, aient créé un État pour eux-mêmes, et donc que ça a tout de suite posé une frontière, décidé des territoires, des possessions. Mais il y a quelqu'un qui dit un sionisme sans État-nation boîte. Les gens, alors moi je vais donner, ça c'est mon avis de militant pro-palestinien. Nous on n'arrête pas de dire que en fait le sionisme c'est lié à l'idée d'État-nation, mais on aurait tout à fait pu imaginer, parce que la volonté de beaucoup de juifs de venir sur les terres de Palestine parce que c'est un territoire religieux important, cette volonté elle est totalement légitime. Donc on aurait pu imaginer 1000 autres scénarios de juifs qui arrivent sur ces terres-là sans le sionisme et sans l'idée d'un État-nation israélien. Ça aurait pu être une Palestine où il y aurait des places qui seraient laissées aussi à des juifs qui veulent vivre sur ces terres. Donc faut arrêter de penser que le seul moyen pour que les juifs puissent vivre ici, sur ce territoire, c'est le sionisme et c'est l'État-nation israélien.
Il y avait des juifs avant, Oui, voilà. dans ce territoire depuis toujours, avant la colonisation. Et donc, c'est possible et c'est ce que réclame, pouvoir être là avec les chrétiens, avec les musulmans, comme ça a été le cas de nombreuses périodes historiques de cette zone-là du monde. On continue. We know why. And we do not want to contribute to their goal as well. But we want to live in peace, like before the state of Israel. Ces Haredim désirent vivre et prier en Terre Sainte sans y fonder un État. En ce sens, ils reconnaissent la Palestine et ses habitants, avec lesquels ils réclament de pouvoir vivre côte à côte, sans violence. D'accord, donc ouais, eux, ils sont vraiment légitimité de l'État de... Mais pour eux, ça veut dire que eux, normalement, ils devraient vivre en Palestine, c'est ça? Alors, pour ce groupe-là, effectivement, il y a cette logique de on reconnaît le fait qu'il y avait quelque chose là et que c'est pas à nous de créer un État pour administrer et vivre dans ces espaces. Donc après, quelle que soit la manière dont c'est appelé, quels que soient les groupes qui le gèrent, là je dis Palestine, mais je veux dire, ça aurait pu être quoi que ce soit. Je précise donc que ça c'est pour ce groupe qui est radical et qui est donc à l'origine, est resté sur les fondements de l'origine. Aujourd'hui, le rapport de la majorité des Haredim aux Palestiniens, c'est plutôt une indifférence, une logique de finalement, c'est une question qui ne nous concerne pas. Nous, tant qu'on a le droit d'être là et de vivre et de prier, ça nous va. Donc, c'est ni une hostilité, ni un soutien. C'est vraiment cette logique de nous, on veut juste être là pour pouvoir prier et vivre près de nos lieux saints. Et je me disais, est-ce que ça va être peut-être dans les autres sujets ou parce qu'il y a aussi quand on voit au gouvernement une extrême droite israélienne religieuse qui soutient aussi le projet sioniste. Vous comptez un jour les rencontrer ou... Eh bien, le prochain épisode... Ah, c'est sur eux ? Le prochain épisode, il sera sur les colons, en fait. D'accord, ok. Ah oui. Mais il sera sur les colons, et donc la colonisation, mais vraiment vue, pensée, justifiée, assumée du point de vue des colons. Cette tenue-là, est-ce que c'est vraiment que les Haredim qui s'habillent comme ça ou moi, j'ai l'impression que tous les juifs religieux... Alors là aussi, c'est... Mais tu t'es bien renseigné sur le truc. La complexité de la complexité. Après, il faut essayer quand même d'être précis. Il y a, en Israël, le costume est quelque chose de très important et il y a vraiment une possibilité de savoir qui pense quoi, quel est son rapport à la religion par rapport à comment il s'habille. Par exemple, ce groupe-là, les Haredim ont cet accoutrement de longs manteaux noirs, de chapeaux. Ceux qui ont le chapeau plat coupé comme ça sont les gens spécifiquement de ces quartiers de Jérusalem qui sont spécifiquement anti-sionistes, etc. Les sionistes religieux ont les petites kippas tressées et donc il y a des démarcations. Il y a des démarcations claires et donc quand on voit ce genre de costume à l'étranger, c'est fort probable que ce soit des ultra-orthodoxes. Ensuite, encore une fois, à l'intérieur de ce grand mouvement, il y a plusieurs pensées et ça. Il faudrait regarder plus en détail pour savoir comment ils pensent, à quel groupe ils appartiennent. Anybody, any Jew that does fight with another person, with an Arab of another nation, is not doing the will of the creator of the world. Par contre, Tristan, faut lui acheter une ceinture. Dans les rues du quartier, nous commençons à voir des manifestants blessés. Ah, Thomas, Oui, ça pourrait l'aider. Ouais. Et ça les a pas choqués parce que moi... Le monde, tu vois, ils sont sympas. Le monde nous a pas demandé de flouter. Non, les juifs orthodoxes non plus. Les Haredim représentent 13% des Israéliens, d'après un... C'est que des Ashkénazes, des Haredim, tu sais ça ou pas? Vous savez si... Donc non, il y a plusieurs mouvements, et les Haredim, c'est donc et des diasporas qui viennent d'Europe de l'Est et des diasporas qui viennent d'Afrique du Nord. 13%, c'est énorme, je pensais moins quand même. Ouais, moi aussi, je suis choqué par le nombre de... ça fait ça fait une grosse pression en interne quand même. Oui, et donc c'est des gens qui, dans leur réticence versus acceptation de l'État, sont quand même constitués en partis, ont des partis à la Knesset, qui ont donc des sièges. Et vu que c'est une minorité, mais une minorité qui peut être décisive, elle joue beaucoup d'alliances politiques et donc parfois de compromissions pour pouvoir faire exister un gouvernement ou pas et tirer des bénéfices. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à maintenir leur exemption et certains de leurs avantages. Rapport du Conseil économique national.
Mais d'ici 2050, ce chiffre devrait doubler pour atteindre un quart de la population du pays. Ah oui. Ah. Voilà, quand tu as un quart de la population de ton pays qui veut pas faire l'armée, alors que tu es un pays dont l'un des grands piliers c'est l'armée parce que c'est une guerre perpétuelle depuis ta fondation, ça pose de vraies questions d'orientation politique et stratégique. Et même sur la légitimité même de l'État d'Israël, quoi, j'imagine. Après, Et comme donc, tu as dit, c'est pas tous les Haredim qui... Certes, mais n'en demeure qu'effectivement, c'est des communautés, même sans être dans ce groupe radical, qui considèrent que l'autorité supérieure, c'est la religion, c'est les textes, c'est les rabbins, et c'est pas le Premier ministre. Le jour des manifestations, d'autres personnes sont venues protester contre le statut spécial des Haredim. Yesterday we were in the Knesset and we spoke to the ministers about how we don't agree that our sons, our husbands be in the army for hundreds of days now, and all these people we are protecting don't go to the army, but they get money from the country. Parmi les manifestants se trouve Yekutiel Epstein. mais attends, mais il me dit quelque chose, lui, là. Mais c'est pas une figure de l'extrême droite israélienne, là Bah si, tout à fait. Alors, attendez, je vais montrer avec la souris. Il y a eu un Arte reportage sur lui. Oui, voilà, c'est ça. Fait par une amie, d'ailleurs. J'avais réacté à lui, les gars. Toute la terre d'Israël est à nous. C'est la terre qui nous a été promise depuis l'époque d'Abraham, d'Isaac et Jacob. C'était notre terre, nous en avons été déportés, et maintenant, nous sommes de retour. Et eux, c'est vraiment le projet de Grand Israël, de coloniser tout le territoire, et toujours avec les arguments religieux. Il a l'air jeune en plus. Bah ouais, c'est vraiment une figure montante. Il était horrible ce documentaire. Militant d'extrême droite sioniste, habitué à ces contre-manifestations. מדינת ישראל כרגע נמצאת במלחמה מול 4 חזיתות, מול חמאס, חיזבאללה. Oui. Il sait parler, quoi. C'est lui qui va parler parce qu'il a l'habitude. מדינת ישראל כרגע חייבת חיילים. אזרחי מדינת ישראל חייבים להיות בנטל ולשרת בצבא. En attendant, la police décide de vider les lieux par la force et déploie sa cavalerie. Oui, on est d'accord qu'ils s'empêchent pas d'être violents, les flics. Ils s'en foutent. Il y a pas de. Non, ils s'empêchent pas. Ouais, y a pas et ça fait pas polémique non plus qu'il y ait de la violence à l'égard de. Vous avez pas peur là de vous en ramasser? On pourrait, mais globalement ils sont pas. Nous, on n'est pas visés. Ouais. Journalistes, on n'est pas visés, on n'a pas le costume, donc ils voient bien qui on est. Et on n'a jamais été à cet endroit, on n'a jamais été inquiété par les forces de l'ordre. D'accord. Alors qu'à d'autres endroits, oui. Globalement, pas les forces de l'ordre et pas les militaires. Par contre, c'était l'épisode 1 du Monde, celui sur les olives, où on s'est fait braquer par un colon. Là, c'était autre chose. Mais non, moi, à chaque fois que je vais en Israël, je me fais interroger, je vis des interrogatoires à l'entrée à l'aéroport et à la sortie. Donc je suis quand même emmerdé en ce sens-là, qu'on prend du temps pour me demander ce que je faisais là. D'accord. Mais sur le terrain, on m'a pas empêché, sauf bien sûr Gaza, où on n'a pas le droit d'aller. Tellement étrange comme scène, mais oui, ça doit être. C'est vrai que ça fait bizarre, oui, quand en Israël, t'as des juifs religieux qui sont en train de se faire tabasser par la police. Il y a une police qui, alors vous voyez pas parce qu'il y a la caméra, mais qui porte aussi la kippa, quoi. Il y a pas, tu as le droit de te porter la kippa en étant flic. C'est quoi ces barrières? C'est que c'est chez eux là, c'est ça? Ils sont enfermés dans des trucs. Enfin. Ouais, là c'est les ensembles, les grands immeubles dans lesquels ils vivent, sous forme de cité. Et ça, c'est la porte de la cité. Et en l'occurrence, là, effectivement, la police les pousse à l'intérieur et ferme de force la porte pour mieux les contrôler. La scène paraît lunaire, mais cet enfant qui traite les policiers israéliens de nazis est loin d'être un cas isolé lors de ces manifestations. Au-delà des forces de l'ordre, c'est l'État israélien lui-même que les ultra-orthodoxes. C'est pas extraordinaire l'endroit où ils vivent, quoi. Non. C'est un peu. Il y a beaucoup de quartiers en France, c'est pas aussi délabré, quoi. Là, c'est une catastrophe. C'est ghetto. On dirait Marseille un peu. Beaucoup vivent dans une misère crasse. Je sais pas les proportions, mais les quelques images, reportages qu'on voit, c'est pauvre, c'est très très pauvre. Elle est belle. Elle est ouf cette photo, ouais, grave. C'est qui prend c'est celui qui, c'est ton collègue qui prend les photos. Celui qui a vendu une ceinture. Ouais. C'est qui quoi? Celui qui a vendu une ceinture. Je suis désolé de faire attention aux détails, quoi. C'est important. Hein. C'est pas très grave. I do not know, but people that do not do the right things cannot watch people doing the right things, and they get hurt by the fact that we're doing the right things. I think that's it. I don't think there's much
I think the sights over here speak a lot more than words. Ah oui, il t'empêche de le suivre. Ils m'ont pas empêché d'aller le voir après, mais oui, là, il s'interpose entre nous deux. Un vrai journaliste, toi. Tu es toujours dans le sens de la mesure. J'essaie, ouais. What you just saw right now shows a lot more than what I could say, what anybody could say. Just looking at people just standing on the side, peacefully speaking to reporters, getting pushed. Les partis ultra-orthodoxes sont des... Est-ce que parfois tu as un peu de l'empathie qui naît pour certaines personnes, même dans ces contextes-là? Est-ce que tu as des trucs d'empathie? Tu dis, ah, quand même, les pauvres, ou tu te dis, ah non, mais c'est quand même des orthodoxes, quoi, je peux comprendre. J'aurais tendance à dire que pour faire du bon journalisme, il faut toujours avoir il faut toujours avoir de l'empathie, il faut toujours en avoir un certain niveau. Et donc oui, moi, il y a pendant tous ces reportages, pas que celui-là, il y a toujours eu des moments où je me suis dit que je comprenais les Israéliens en colère, que je comprenais les Palestiniens en colère, et ce qui ne veut pas dire que, alors quand je dis comprenais, que je me reliais à ce qu'ils vivaient, et sans forcément les cautionner. Comprendre, c'est pas cautionner. Je reviens de cette partie du monde en étant triste pour tout le monde. Après, je reconnais les responsabilités, je peux reconnaître les responsabilités des uns, des autres, la disproportion de pouvoir qu'a Israël sur les Palestiniens, la souffrance qu'il y a des deux côtés, mais une souffrance qui, dans les proportions, est immense du côté palestinien. Et voilà. Pour autant, je suis triste de voir que c'est des gens qui n'arrivent pas à se comprendre, qui ont des cicatrices trop profondes pour encore s'adresser la parole. Et le plus tragique, c'est de ne pas avoir de porte de sortie. Et est-ce que parfois tu as peur du contraire, du manque d'empathie, et que tu vois, par exemple, je reprends ta vidéo sur quand tu étais en Cisjordanie et tu vois des colons attaquer des Palestiniens, tu vois, et est-ce que tu as peur de dire putain, mais c'est horrible, je ne supporte pas ces gens-là qui sont en train ces colons qui sont en train d'attaquer ces pauvres paysans. Bien sûr, c'est insupportable à voir, c'est très difficile à supporter, et c'est très difficile de continuer à travailler sur ça quand on rentre, qu'on fait du montage, et c'est très difficile une fois qu'on a vu ça, d'aller les voir. De se dire, tiens, l'épisode 5, on va le faire, où on va aller voir les colons en Cisjordanie, tu vois. Tu te dis, et pourtant, je vais le faire parce que leur parole est importante à capturer pour pouvoir mieux la questionner, justement. Et pour ça, il faut qu'ils acceptent de me recevoir, il faut que je puisse leur poser les questions qui vont les faire parler. Mais au bout du bout, c'est des humains comme moi, comme nous. Je sais pas si j'étais né dans une famille de sionistes religieux implantés dans une colonie en Cisjordanie, je suis pas persuadé que je ferais pas la même chose qu'eux. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se dire qu'il faut toujours essayer de se relier à eux, ne serait-ce que parce que pour les convaincre qu'il y a une autre issue qui est possible, qu'il y a une paix qui est possible en l'occurrence, ensuite il faut décider des modalités, il faut que ces gens on puisse leur se montrer comme quelqu'un avec qui ils peuvent discuter. Mais non, franchement, avec les sionistes religieux en Cisjordanie, c'est compliqué. Représentant 13% de la population aujourd'hui, le double d'ici 25 ans, ces communautés pèsent toujours plus dans la politique intérieure du pays. Malgré le besoin de soldats, Benyamin Netanyahou s'est résigné à repousser la loi de conscription des Haredim pour faire face à une motion de censure visant son gouvernement en juin 2025. Mais ça a évolué, c'est ça? Hier, les manifs, parce qu'il y a eu un changement? De ce que je comprends, les manifs, c'était vraiment parce que l'État s'est mis à appliquer des sanctions, donc enfermer des gens. Toujours retardé. De ce que je comprends, le gouvernement, mais j'ai pas vérifié. Mais oui, pour moi, la loi est toujours pas passée. Et justement, c'est ce qu'il dit juste après, le gouvernement de Netanyahou tient sa coalition parce qu'il y a les partis Haredim qui le supportent. Il y en a déjà certains qui se sont retirés de la coalition pendant l'été, et s'il y en avait plus qui se retiraient encore, la coalition serait en minorité et donc par exemple ne passerait pas un vote de censure. Donc ça pourrait déclencher des élections anticipées. Mais c'est quand même dingue, ça veut dire à quel point c'est complexe, parce que on voit les Haredim qui sont même contre l'État d'Israël, mais en même temps Netanyahou tient avec des Haredim qui certes ne veulent pas aller à l'armée, mais soutiennent quand même Netanyahou. D'accord, c'est un beau bordel. Le bordel, voilà, ça s'appelle le bordel. Et à une des manifestations, il y a un Haredim qui est mort justement en tombant D'accord. Et il y a combien de temps c'était hier. Ah, hier, d'accord, ok. Ah oui, donc ça risque de durer là, les protestations. Ouais, ça risque de raviver une colère un peu plus... Une concession qui s'accentue encore. Il est bien celui-là. Ce second est incroyable. Moi j'aime beaucoup, mais bon. Encore plus les divisions au sein de sa coalition, également composée de partis d'extrême droite, sionistes et militaristes. Depuis juin,
Plusieurs partis ultra-orthodoxes ont finalement quitté le gouvernement sans projeter une censure. Les manifestations, elles, ont continué d'être organisées tout l'été 2025. Ah oui, parce que, attends, c'est quand que vous y êtes allé? Ça date de quand? Alors nous, on y est allé il y a un moment. Nous, c'était il y a 1 an. D'accord. Mais après, on a filmé plusieurs choses à la fois, le temps de sortir les choses, etc. On a conservé l'épisode malgré tout parce que tout l'été, cet été-là, les manifestations ont continué et l'actualité nous montre que c'est toujours quelque chose que c'était à propos de sortir cet épisode parce que le débat n'est pas terminé. Et donc hier, il y a eu une manifestation monstre, toujours sur ce sujet-là. Donc voilà, nous on a tourné il y a 1 an, mais c'est toujours d'actualité et les éléments de l'épisode n'ont pas changé. Il va être très beau. Attends, on va voir 630 000 vues. Ça marche bien, hein? Ça marche bien. Je vais voir marche pas mal. Et tu penses qu'il y a eu des débats dans les commentaires? C'était surtout sur Instagram, je crois. Des commentaires négatifs? Okay. Bah attends, regarde. Tous les commentaires sont pas négatifs, hein. Mais en tout cas, il y a eu des commentaires pour dire ça mériterait plus de nuances sur les différents points de vue au sein des Haredim. Parce que c'est vrai que tel que c'est monté là, même si on dit rien de faux, le montage laisse sous-entendre que tous les Haredim sont des antisionistes, par exemple. Et c'est vrai que c'est pas le cas. Et moi, j'ai été face à ces équilibres de qu'est-ce que je mets dans l'épisode, à quel moment je rentre plus ou moins dans le détail. J'ai fait le choix de ne pas le faire. Et en lisant les commentaires, je comprends que ça aurait amélioré l'épisode, que je prenne un petit peu ce temps-là que j'ai fait avec vous. Et donc voilà, je serai plus prudent les prochaines fois, mais c'est compliqué. Mais est-ce que vous avez, parce que c'est aussi que 10 minutes, donc c'est difficile. Justement. Est-ce que vous avez une contrainte de temps sur ça? Non, on est. Merci beaucoup les gens. On a entre 10 et 20 minutes d'épisode. Faut pas faire plus, faut pas faire moins. Et ensuite, c'est par rapport à la narration, à la vitesse, à la présence de voix off, qu'à des moments on se dit ah tiens là on peut prendre plus de temps, on peut prendre moins de temps, et aussi juste à quel point quand on commence à mettre un pied dedans, on est dedans pour 1 minute 30 ou on est dedans pour 10 secondes. Et là, sur des sujets comme ça, malheureusement, des fois, c'est soit on y va pour 1 minute complète, soit on les fait pas. Donc là, il y avait les 3 autres épisodes. Et donc là, il reste un dernier épisode. 2 derniers épisodes à publier. Ça sera chez les colons. Ouais. Et le retour en France. Non, alors je pense que je peux en parler, même si c'est... Ah d'accord, c'est secret. Non, c'est pas secret, mais c'est précaire. Le dernier épisode, vraisemblablement, nous allons pouvoir le faire sur Gaza. On a trouvé, je ne vais pas y aller, puisque je ne peux pas y aller, et ça sera aussi en partie le propos de l'épisode. Pourquoi tu peux pas y aller? À Gaza? On ne peut pas y aller parce que les Israéliens nous empêchent d'y aller. Les Israéliens empêchent toujours les journalistes étrangers de rentrer à Gaza, ce qui est aberrant. Et je sais pas si je pense pas que ce soit la première fois, mais c'est quand même une situation relativement unique dans le monde. Ils font ça pour vous protéger puisqu'ils tuent des journalistes. Oui, merci chers Israéliens de nous protéger et de nous prendre en charge. Donc tout ça pour dire, moi je ne peux pas y aller, on n'a pas le droit de le faire. Mais a priori, on a trouvé des gens pour répliquer le dispositif et faire un reportage à Gaza par des journalistes gazaouis. Donc voilà, je parle au conditionnel parce que c'est, vous l'imaginez, compliqué à mettre en place, ça peut ne pas se faire au dernier moment. Il y a toutes ces questions de cessez-le-feu qui ont été violées plusieurs fois. Et donc peut-être que demain, je serai plus capable, il n'y aura plus Internet ou les journalistes seront morts puisqu'il y a beaucoup de journalistes qui sont assassinés. Donc c'est sous plein de conditions, mais on aimerait beaucoup terminer cette série par Gaza et le faire en donnant nos outils à des Gazaouis, même s'il faudra être prudent sur ce qu'ils feront, puisque nous ne serons pas là, donc c'est vraiment, ils seront autonomes. Et il faudra qu'on soit prudent. Et pour le coup, je pense, toi tu parlais d'empathie, je pense pas que quand tu es un journaliste gazaoui à Gaza, tu puisses être dans un truc d'empathie avec les choses que tu filmes, quoi. Mais ce serait intéressant à voir. Mais oui, après, c'est des choix aussi éditoriaux à voir comment tu traites. Parce que je sais pas ce qu'ils vont filmer, je sais pas ce qu'ils vont. Mais est-ce qu'il faut respecter à 100% le point de vue d'un Gazaoui en se disant les gens, c'est la manière dont ils ressentent les choses. Voilà. Comprenez aussi. Parce que je te dis ça parce que tu vois, il y a aussi le risque de l'antisémitisme. Tu vois, le risque du discours de l'antisémitisme. Et donc la question se poserait si par exemple tu avais des Gazaouis qui pouvaient avoir un discours antisémite dans leur manière de filmer, qu'est-ce que vous ferez éditorialement parlant? Est-ce que vous la mettrez en disant bah écoutez les gens, c'est
il faut aussi remettre en contexte là on parle de gens qui sont à Gaza et effectivement l'antisémitisme est à combattre, mais là on est des Gazaouis qui, après 2 ans à vivre dans des conditions horribles, ont cette perception-là des choses, où vous dites, bon, on va peut-être pas envoyer parce que... Alors, bon, d'une part, nous, on va rester réalisateurs, c'est-à-dire que c'est nous qui allons écrire l'histoire. Nous, on discute avec des gens là-bas pour qu'ils nous donnent les infos sur ce qui se passe, et c'est nous qui écrivons une histoire, qui leur proposons une histoire qu'on discute avec eux sur on veut s'intéresser à tel personnage, telle séquence, etc. Okay. Donc la réalisation est faite par nous. Ensuite, on confie ça à des journalistes là-bas qui vont suivre nos indications, mais qui vont poser les questions, récupérer les infos, filmer ce qu'ils veulent montrer aussi par rapport à ce qu'on va leur donner. Et donc, il y aura forcément à un moment une contextualisation à faire en disant que les propos que là, quelque part, nous, on va diffuser dans cet épisode et à travers le monde, c'est des choses qu'on a préparées à distance sans pouvoir se rendre sur place, et donc qu'on fait confiance aux gens, mais que... ces gens travaillent avec un prisme qui est le leur, et que ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la propagande ou qu'ils sont dans le mensonge, mais ils sont dans un prisme qui est particulier et qui n'est pas le même que si c'était moi qui allais le faire. Et donc ensuite, il y a ces questions de discours sur de l'antisémitisme, etc. Sachant que c'est possible que ça n'existe pas. Je veux dire, c'est aussi fort probable que ça n'existe pas. Il faudra voir au cas par cas. Est-ce que là, ça fait sens de ramener cette parole en la contextualisant et en disant « elle est dite par telle personne, c'est intéressant de voir que les gens ont ce point de vue ». Est-ce qu'au contraire, on sentira que ça fera pas sens par rapport à l'histoire et que donc on en parlera, on mettra pas cette séquence, c'est pas qu'on l'oblitérera, c'est que l'histoire n'a pas nécessité de cette interview. Et, mais en tout cas, ça va être... ça va être quelque chose de faire un reportage sans aller sur place, quoi. Et moi, je tiendrai, je pense, dans la contextualisation à dire, et il faut bien voir que cet équilibre, ce travail de funambule qu'on va devoir faire, les responsables de ça, c'est l'État israélien. Parce que si je ne peux pas pouvoir dire ma parole de journaliste étranger qui arrive, qui n'est pas menacé par le Hamas, parce que eux ils sont menacés par le Hamas sur place, il y a leur famille, ils peuvent subir des vendettas, des conséquences. Donc forcément il y a aussi tout ça qui joue dans le fait qu'ils peuvent pas tout faire, ils peuvent pas tout dire, ils peuvent pas aller n'importe où. Ça reste des Palestiniens, donc ils peuvent être visés par l'armée. A priori, s'il y avait des journalistes occidentaux qui allaient à Gaza, sûrement que l'armée israélienne serait moins propice à leur tirer dessus. Donc voilà, tout ça fait que ils sont limités. Et si nous, aujourd'hui, on est obligé de se reposer sur ce cadre-là de journalistes limités dans ce qu'ils font, c'est parce qu'Israël nous empêche d'y aller nous-mêmes. D'accord. Et c'est eux les responsables de cette situation précaire et de funambule qu'on va devoir traverser. On espère qu'on va la traverser au mieux. Il y a des gens qui demandaient, c'est quoi ? Vous allez leur donner votre matos, c'est ça ? Vous allez... Non, ils vont. Il y a assez de matos là-bas pour qu'ils récupèrent et qu'ils refabriquent notre dispositif. Ok. On a essayé au début de faire passer du matos et c'est trop compliqué. Les Israéliens tchèques avec les ONG, on n'a pas réussi. Alors, Marina Vlahovic, parce que ça fait 2 fois que je... Marina Vlahovic, vous connaissez ? Non. Persécutée, victime de harcèlement et d'actes d'intimidation pendant plusieurs mois en raison de son travail sur les génocides à Gaza et en Palestine, a été retrouvée sans vie à son domicile de Marseille le 27 novembre 2024. C'est une journaliste française, il me semble, de radio. Et effectivement, elle est morte et il y a eu j'ai pas suivi, c'est pour ça que je veux dire, il y a eu tout un débat, peut-être que ça a été levé, sur est-ce que c'est un suicide, ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, ce que je peux dire, encore une fois, sans avoir suivi cette affaire, et si c'est bien la personne à qui je pense, c'est que beaucoup de gens qui travaillent à Gaza, en Israël-Palestine, de journalistes, reviennent totalement détruits. Et elle, c'était son cas. Et parce que ça détruit. Et moi, par exemple, j'ai fait gaffe. C'est que j'allais te demander là, comment on se sent après avoir... tu m'as dit en off, t'es lessivé, quoi. On se sent mal, on se sent très mal. On se sent déprimé, en fait. C'est un endroit qui vous use petit à petit, parce que les Palestiniens, comme les Israéliens, sont des gens déprimés. Et en fait, ça nous affecte. Et paradoxe. Et tous ces discours de violence sont très durs à vivre. Et moi, j'ai fait gaffe de ne jamais rester plus d'1 mois et demi là-bas, parce que je sentais que ça m'atteignait. Et j'ai des amis qui restent plus longtemps et qui, malheureusement, sont traumatisés. Le truc qui doit être trop bizarre, c'est de voir en fait 2 mondes différents. Et je me dis que ça doit être vraiment dur de voir la catastrophe à Gaza, enfin pas à Gaza, mais en Cisjordanie, la situation, le truc pesant, et d'arriver en France et de faire comme si rien n'était, mais parce que c'est un autre monde, quoi, c'est une autre planète. Oui, et quelque part, j'ai envie de dire tant mieux, parce que à un moment, nous, on a besoin aussi à un moment de sortir de ce monde-là. Parce que quand on y reste trop, ça nous rend fous.
Et donc, c'est bien de rentrer en France, de voir que les gens s'intéressent à ce sujet, de pouvoir l'aborder avec eux. C'est aussi bien de voir qu'on peut mettre une distance, une limite, que c'est pas notre existence. Moi, c'est pas mon existence parce que j'ai pas de famille là-bas, j'ai pas de lien avec ces communautés parce que je vis pas là-bas. Et quelque part, tant mieux, tant pis, tant mieux parce que d'un point de vue de journaliste, parce que ça me permet de pouvoir aller là-bas et de travailler sur ce sujet en étant moins orienté que si j'avais des billes dans une communauté ou dans l'autre. Et à l'inverse, c'est bien qu'il y ait des gens de ces communautés aussi qui ont un autre point de vue, qui travaillent. Il faut qu'il y ait des journalistes israéliens qui travaillent sur ça, comme Haaretz, qui est un super journal qui fait le travail. Il faut qu'il y ait des journalistes palestiniens qui travaillent sur ça. Il faut mélanger les points de vue. Et donc voilà, moi je fais gaffe à pas trop tomber dans ce grand vortex qui est cette guerre là-bas parce que ça détruit les gens. Et moi, j'ai beaucoup trop d'amis journalistes qui sont traumatisés, qui pleurent en lisant les infos, qui font des cauchemars. Et il faut s'en préserver, et c'est dur. Et après, c'est encore plus dur d'avoir de l'empathie, de continuer à garder une empathie, de continuer à garder le lien, le contact avec les gens là-bas. Et donc, il me semble que cette journaliste, justement, était revenue très, très, très affectée par ces nombreuses années là-bas. Et il y avait quelqu'un qui demandait c'est quoi qui vous a lancé on en a parlé, il me semble, au début du stream. Vous avez posé cette question de qu'est-ce qui vous avait motivé à faire ce... Moi, encore une fois, c'est vraiment Thomas, le photographe, qui m'a invité à le rejoindre. Parce que, et moi, c'était pas dans mon viseur parce que tu débarques pas dans un pays comme ça aussi compliqué, sans contact, sans rien. Enfin, moi, je me serais pas lancé dans travailler sur ce sujet si j'avais pas un bon prétexte. Même si je trouvais que c'était un sujet important, passionnant et sur lequel c'est utile de travailler. Et donc, j'ai eu cette porte qui s'est ouverte et je me suis engouffré dedans et j'étais très heureux d'avoir cette occasion. Thomas, lui, c'est une zone qui l'a toujours intéressé parce que dans son travail, il bosse sur les minorités dans le monde. Pas seulement... Ouais, il a travaillé en Hongrie, il a travaillé en Syrie, il a travaillé en Irlande, et il a travaillé avant le 7 octobre, il a travaillé en Israël-Palestine, et donc il y est retourné parce qu'il sentait qu'il avait quelque chose à raconter là-bas, qu'il y avait du travail. Il y a eu le 7 octobre, et là il a passé 1 an et demi à ne faire que bosser sur ça. Ouais. Et toi, Nouma, c'est un sujet qui t'intéresse en particulier La Palestine oui, moi, c'est dans mes oreilles depuis que je suis née, un peu, enfin dans ma famille, quoi. Un peu en bruit de fond, même dans des manifs ou des trucs, quoi. Donc ça a toujours été là. Et c'est vrai que moi, j'ai une grosse frustration de pas réussir à trouver dans les médias des contenus qui soient, encore une fois, pas forcément militants, mais qui soient juste factuels. Oui, travail de journaliste, quoi. Voilà, parce que je pense que là, sur cette question... là, il n'y a pas à tortiller, quoi. Et du coup, ça fait vraiment plaisir que Le Monde, qui pour le coup est vraiment l'un des premiers médias en France, quoi, généraliste, ait fait le pari de ça, quoi, parce que ils ont beau faire d'autres papiers peut-être parfois, voilà. En attendant, ils diffusent cette série-là qui va pas de main morte et ça fait plaisir, quoi. Et ça prouve surtout qu'on peut parler de ça, encore une fois, sans être forcément dans une posture militante, quoi. Enfin, la caméra. Quand elle pose le regard sur quelque chose, voilà, enfin. Y a quelqu'un qui a dit le daron devant Al Jazeera. Et ça te donnerait envie d'y aller pour faire le... Parce que là, il parle de la nouvelle génération, de ceux qui vont prendre sa place. Alors, il y a quelqu'un qui dit un air de boss. Non, les gens, c'est Zidane. Concentrez-vous, mais c'est Zidane. Ah, c'est vraiment. Vrai. C'est Zidane. C'est vrai, ça. Oui, il y a vraiment les yeux et tout, là, le haut, c'est vraiment Zizou. Sans l'accent. Oui, il y a vraiment du grave Zizou. Moi, j'ai jamais trop fait de terrain, donc voilà, mais oui, enfin, c'est un truc qui me plairait beaucoup, mais non, mais surtout, en fait, je pense que je suis trop, enfin, ça a l'air d'être vraiment hyper intense. Je suis déjà dans une colère un peu, enfin, je sais pas si je serais en mesure pour le coup d'avoir ce recul. J'ai déjà parfois du mal un peu d'avoir un peu ce recul et cette empathie quand j'écris des trucs depuis ma chaise à Paris. Alors sur place, enfin voilà, c'est, je pense, quelque chose qui est pas pour tout le monde, enfin. Mais oui, enfin en tout cas c'est admirable et c'est trop bien de faire ça, quoi. Après t'as quand même l'impression de faire du vrai travail de journaliste. Bah ouais. Enfin, c'est comme, si t'es journaliste, c'est quand même le rêve d'un journaliste, non ? De ouf, oui, plutôt que de clairement. faire le quotidien de ce qui se passe au coin de la rue. Ah, totalement. Moi je suis malgré la fatigue là qui commence à me toucher, je suis
hyper heureux de ce que j'ai fait. Je regrette pas de l'avoir fait. Je suis content je vais aller jusqu'au bout. Je suis content d'aller jusqu'à ce bout-là. Je vais continuer à faire du journalisme après. Je sens simplement que il faut que pour moi, il va falloir changer de sujet, aller travailler sur d'autres choses, parce que sur cette thématique-là et ces populations-là, j'arrive à un niveau de saturation, à un niveau de... Je ne vais pas parler de trauma parce que moi je ne me considère pas comme traumatique. De saturation psychique. Mais de saturation psychique où si je continuais justement, j'irais vers ça. J'irais vers de la rancœur, vers un rapport partisan qui n'est pas problématique en soi. Il y a même, tu peux faire du journalisme militant. Moi, ce n'est pas celui que je fais. Donc si à un moment je deviens partisan, dans ma manière de faire, ça va me poser problème. Oui, il faudra que je change de méthode. Et voilà, et je sens que psychiquement, je commence ça commence à trop pénétrer mon quotidien, mon esprit, ça commence à devenir trop obsessionnel et j'ai besoin de pas devenir accro, quoi. Aussi, Et donc je suis très content de pouvoir laisser ça à d'autres qui feront bien le travail, qui le feront mieux que moi à l'avenir, parce que moi j'arrive au bout de ce que je peux faire. Et moi je recommande, allez travailler sur ça. Tu conseilles quoi d'ailleurs à ceux qui voudraient se lancer ou allez-y. Il faut rejoindre Spot déjà. Vous pouvez vous rapprocher de Spot. Et après, moi, ce que j'ai vu là-bas, c'est qu'il faut y aller, en fait. Faut aller sur place, faut être disponible, trouver des sujets, bien les traiter, contacter les boîtes de production, les journaux. Il y a quand même beaucoup de gens qui y vont spontanément et qui arrivent à faire sortir des histoires et à les vendre derrière. Moi, j'ai pu être accompagné par Thomas qui faisait ça, donc je n'y suis pas allé seul. Mais une fois là-bas, vous pouvez travailler avec des journalistes, il y a tout un réseau. Les gens, c'est pas un endroit où j'ai senti une compétition entre les journalistes. Au contraire, il y a du soutien parce que c'est très dur. Donc, moi, je dis aux gens, allez-y, soyez prudents. Et surtout, ayez l'humilité de comprendre où est votre limite et de ne pas aller au-delà, ou alors d'y aller en connaissance. Moi, je touche à ma limite et je ne suis pas là pour me sacrifier et faire mal mon travail parce que j'ai plus la distance suffisante pour bien le faire. Mais non, on va bientôt conclure. 10 minutes, ça vous va? On se fait encore une dernière minute pour les conclusions. N'hésitez pas à faire des dons, s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Après, il y a un Stream Zawa Prod. Je crois qu'on va faire un truc spécial Halloween parce que c'est Halloween aujourd'hui. On est plutôt jeune, donc on a complètement oublié. Là, c'est le 4e épisode. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de cette série? Elle était pas mal, la question. Ouais, elle était bien, la question. Vaste question. Moi, là, ça n'engage que moi, mais moi, j'aimerais que les gens retiennent que la situation est compliquée là-bas, et qu'il y a beaucoup de violence, et beaucoup de violence idéologique, qu'il y a des propos qui ne doivent pas être tenus. Et pour moi, il y a un génocide en cours, par exemple. Je n'ai pas de problème à utiliser ce mot. Donc voilà, il faut pouvoir condamner tout ça à son bon niveau. Il faut pouvoir déterminer qui sont les responsables à un bon niveau. Mais au bout du bout, ce qui est l'horizon de cette région du monde, il faut que ça soit la paix. Que la paix, ça se fait à deux et qu'on ne peut pas rejeter une population ou l'autre. Et que pour pouvoir faire la paix, il faut qu'à un moment, les gens réussissent à discuter ensemble. Et pour ça, il faut qu'ils se retrouvent dans le fait qu'ils sont tous humains et qu'ils partagent tous des émotions similaires et qu'ils pourraient partager la terre et la vie ensemble. Et moi, le propos à être allé voir des Palestiniens, des Israéliens, des gens plutôt pour la paix, des gens plutôt pour la guerre, c'est quand même de remonter au bout du bout au fait que ça reste des humains qui ont peur, qui essayent de se défendre, qui, pour certains, se défendent avec de très mauvaises stratégies, qui sont des stratégies de violence, et que ces gens-là, il ne faut pas les traiter de monstres, il ne faut pas les repousser en dehors de l'humanité, parce que ça ne ferait que les conforter dans le fait qu'ils sont seuls, et que du coup, quitte à être détestés par tous, autant devenir encore pire, et autant se battre avec des manières innommables. Pour moi, c'est des gens qu'il faut faire revenir vers une discussion équilibrée, humaine, d'accueil et de vivre ensemble. Et ça, on en est malheureusement très, 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 très loin. Mais il faut avoir cet espoir parce que la seule chose qui arrêtera la guerre perpétuelle qu'il y a dans cette région, c'est le pardon. C'est le fait que chacun puisse se pardonner l'autre, se pardonner à soi et dire « repartons sur autre chose ». Et pour ça, il faut se pardonner.
Et c'est dur, hein. Et ça Oui. sera très dur pour tout le monde. Je pense que ce sera beaucoup plus dur pour les Palestiniens. Ouais. Mais il faudra le faire, sinon on restera deux camps qui se font du mal de chaque côté du En mur. Afrique du Sud, tu as eu beaucoup de gens qui étaient sur ce chemin-là, du pardon, de comment réussir à vivre ensemble. Et on voit que c'est toujours pas totalement accompli, mais comment on arrive à vivre ensemble vu les catastrophes qu'il y a eu. Nouma, tu peux ajouter... Il y a quelqu'un qui a dit... Elle est écrivaine. Tu es écrivaine? Non, je suis pas écrivaine, j'écris des articles, mais je suis journaliste. T'écris des articles pour Spot ou pour... Pour Spot, avant j'étais chez Views, j'écris des articles. Sur un média, je sais pas si vous connaissez, Views, qui parle de... Bref, j'étais spécialisée plus rap et un peu société. Voilà. Moi, c'était quoi la question? Qu'est-ce que j'espère que les gens retiennent? Justement, moi, le fait que la plateforme de diffusion ce soit Le Monde, ça me... Comment dire? Et que le discours soit quand même un minimum, entre gros guillemets, radical, quoi. Enfin, pas radical, du travail de journaliste. Voilà. En fait, c'est vu qu'il y a tellement peu de travail de journaliste. C'est ça. Voilà, ça me donne un peu d'espoir parce que même dans les commentaires, il y avait beaucoup de gens qui disaient enfin on voit ça dans un média, enfin machin un truc. Ouais. C'est vrai que ça fait plaisir. On a tendance à se renseigner plus des fois dans de la presse anglo-saxonne ou de la presse je sais pas, arabe, ou enfin bref, n'importe quoi. Donc ça fait plaisir qu'un média français parle de ces sujets-là. Donc moi j'espère que ça va un petit peu faire évoluer certaines mentalités, certaines positions, et que ça va... c'est la teuf. Et qu'on va un peu tous voir la réalité telle qu'elle est, quoi. Après qu'on soit politiquement situé ou non, voilà, mais juste qu'on admette que... il y a un génocide en cours, et puis que il faut... Le minimum qu'on puisse faire, c'est de le médiatiser, quoi. Voilà. Et c'est de poser les yeux dessus, donc voilà. Mais en plus, même le travail de journaliste que vous essayez de faire, même en étant... Parce que je sais que dans le militantisme, tu as toujours le truc de la neutralité, pas possible et tout, et je suis d'accord, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un travail de journaliste comme ça, pour avoir vraiment, comme tu dis, essayer de comprendre, et même d'un point de vue militant, d'avoir une analyse concrète de la situation concrète, pour pouvoir avancer. De pas se dire, allez, là, on va faire une enquête, on va s'enlever le truc de méchant gentil, on va voir comment ça se passe réellement, quels sont leurs points de vue. Et sinon, tu n'avances pas. Oui, voilà, ça nous permettra d'avancer, de mieux analyser ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une dernière chose à dire, des projets futurs que vous avez envie de parler? Est-ce que j'ai oublié des choses, moi? C'est toujours un plaisir de vous recevoir. On revient quand on veut. Quand vous voulez, la porte est ouverte. Si jamais certaines sont intéressés par le photojournalisme et tous ces sujets-là, on va animer le 15 novembre une table ronde avec 3 photojournalistes, 3 photoreporters, dans le cadre d'un festival avec RSF, Reporters sans frontières. D'accord. Donc vous pouvez aller regarder sur les réseaux de RSF, tout est indiqué. Et sur ces spots médias aussi ou pas On va communiquer dessus, parce que c'est la page Instagram de Spot Média. Je mettrai aussi, vous aurez le lien en description de la vidéo. J'ai oublié quelque chose, c'est tout bon? Non, c'est de tout ton bon. côté, Hugo, avec le micro. Ah si, moi je voulais te demander si toi tu voulais aller à Gaza. À Gaza, carrément. Enfin, ou faire, quand t'as dit, est-ce que toi, tu m'as posé la question, est-ce que t'aimerais? Moi, je pense que ça serait compliqué que j'y aille. Pourquoi? Je pense que je passe pas à l'aéroport. J'aimerais, hein. J'aimerais. Non, mais après... Si c'était possible, voilà. Si c'était... Non, mais après, moi, de base, c'est que j'aurais aimé y aller avant la guerre pour voir le tourisme, quoi, pour voir les gens. Ouais. Mais moi, c'est un travail de ouf. Mais je pense que, comme toi, je pense mentalement, je pourrais pas tenir. Je pèterais un câble. C'est compliqué. Je m'énerverais. Je pense que je rejoindrais les gens, je sais pas, je protesterais, je gueulerais. Et je pense que je pourrais pas faire le travail sur les colons. Parce que je pense que je ne serais pas capable d'avoir l'empathie nécessaire pour faire un vrai travail nécessaire pour recueillir leurs paroles, quoi. Donc en tant que journaliste, je serais un très mauvais journaliste. Sinon, je rêverais d'y aller. Hein. Et je prends de très mauvaises photos. T'as l'œil, toi, photo ou pas? Tu fais son, mais... Ouais. Je fais aussi de la photo, même si j'en ai pas fait mon travail. J'en fais pour moi. De la photo argentique. Et puis, moi, là, sur ce reportage, je suis au son et à la réalisation et au montage. Mais à la base,
moi, je suis... Enfin, à la base. Avant ça, moi, je faisais de la vidéo, pour le ministère des Affaires étrangères, d'ailleurs. Et puis pour des... De ministère des Affaires étrangères, il est là. Moi, à la base, je fais des films, donc il y a quand même cette logique du cadrage, de la narration, et donc la photo et le film. Quand tu sais faire de la vidéo, il y a quand même des passerelles pour faire de la photo, et j'en ai jamais vendu, j'en ai jamais fait mon travail, mais j'en fais. Mais allez revoir, je crois qu'on en avait discuté, même à la première discussion qu'on avait ensemble, on avait parlé de photographes et tout. Il me semble qu'on avait eu cette discussion-là avant. Je sais plus quel photographe on avait parlé. Reporter et tout. Voilà. Je regarderai parce qu'elle était vraiment cool, la vidéo. Mais en tout cas, peut-être pour finir, je pense qu'on peut quand même le dire que la série sera terminée cette année. Ouais. Il reste 2 épisodes qui seront publiés d'ici la fin 2025. Oui, parce que cette année, on est novembre. Hein, là. Ouais, c'est pour ça que je travaille beaucoup en ce moment. C'est pour ça qu'il est fatigué. Mais vraisemblablement, a priori, à l'année prochaine, on repart pour une saison 2 de ce format qui ne sera pas en Israël-Palestine. On va tourner, on va s'intéresser à d'autres territoires, à d'autres sujets, mais on va repartir avec 4 nouveaux épisodes sur l'année 2026, peut-être un peu plus. Et je n'irai pas à la photo cette fois-ci, je resterai à la prise de son. D'accord. Mais donc on aura l'occasion de revenir. Et vous savez déjà, vous allez partir et tout On a... non, pas sur les 4. Pas sur les 4. Il y en a un qui est déjà arrêté. On va partir en République dominicaine, sur la frontière avec Haïti. Et les autres, c'est en débat. D'accord. Ok, je suis un peu... Vous avez besoin d'assistants pour la République dominicaine. Ah, tu penses que tu passeras à l'aéroport cette fois ? Oui, je pense. Et en plus, il y aura le soleil et tout. Non, mais en vrai, ça peut être super intéressant. Et vous voulez aller à Haïti ou juste République dominicaine ? On est en train d'écrire l'épisode et il faudra justement se poser les questions sécuritaires de... Oui. Bon, est-ce qu'on a besoin d'y aller ? A priori, ça serait intéressant. Et si on y va, quels sont les risques et est-ce qu'on les prend ? D'accord. Donc, en fait, oui, toi, tu as quand même envie d'aller dans des régions un peu tendues, malgré tout, malgré l'expérience avec... Oui, parce que c'est d'autres enjeux, c'est d'autres personnes, c'est d'autres... on va dire que c'est d'autres manières de se haïr. Et donc, il y a un moment, on peut plus compartimenter ce qui est... C'est toujours pareil, ce qui est dur à passer du temps avec les gens, c'est qu'on est des humains, on a tous une empathie naturelle, et donc on finit par s'approprier leur détresse, leur lutte, leur dépression. Et c'est pour ça que quand on travaille sur ce sujet, je pense que là, Israël-Palestine, mais tous les sujets traumatisants, ça pourrait être le Soudan, je pense qu'il faut faire attention à de temps en temps faire une aération, c'est-à-dire remettre une distance, de dire... Moi, je suis un témoin qui vient là pour raconter cette histoire, mais ce n'est pas mon histoire, ce qui ne veut pas dire que c'est pas important que je sois là, que c'est pas important que je sois aux côtés de ces gens, mais si je veux pas devenir un acteur du sujet, moi aussi, et donc rentrer dans toutes leurs vertiges émotionnels, il faut que je puisse prendre un pas de côté aussi. Eh bien, écoutez, Nouma, Hugo, merci à vous deux, merci beaucoup. On est impatients de voir le nouvel épisode. Et encore plus impatient pour l'épisode qui est en préparation, qui a l'air incroyable. Suivez aussi Spot Media et vous revenez quand vous voulez.